Les enfants de la rage d'Alexandre Le Breton. En raison de l'extrême violence qu'ils comportent, les abus rituels entraînent chez l'enfant une énorme tension intérieure. Cette rage intériorisée est exploitée par le groupe pour endocriner l'enfant dans un système où la violence et la furie sont valorisées et même encouragées. L'enfant qui a subi des viols et des tortures en réunion de manière répétitive n'est pas autorisé à exprimer sa colère, cette violence ou charge négative qu'il a évacuée ne peut se faire autrement que par la torture sur d'autres enfants et même parfois le meurtre. Ces comportements hyperviolents sont très encouragés et récompensés par les adultes qui utilisent cela pour faire sentir à l'enfant qu'il est déjà aussi violent qu'eux et que c'est la preuve qu'il devient véritablement un membre du groupe et de ce fait tout aussi coupable que les autres. Les comportements très violents trouvent leur origine dans les 2 premières années de la vie. Il en est de même du sentiment de culpabilité, précieux, car lui seul permet d'éviter que les actes violents ne se répètent. Lorsque ce sentiment n'est pas constitué à cette période précoce, il est difficile de l'acquérir par la suite. Derrière les gestes violents, l'aspect primitif sommaire se tiennent de processus. Les comportements très violents trouvent leurs origines dans les 2 premières années de la vie. Il en est de même du sentiment de culpabilité précieux, car lui seul permet d'éviter que les actes violents ne se répètent. Lorsque ce sentiment n'est pas constitué à cette période précoce, il est difficile de l'acquérir par la suite. Derrière les gestes violents d'aspect primitif, sommaire, se tiennent des processus complexes dont les caractéristiques principales sont l'indifférenciation entre soi et autrui, les troubles du schéma corporel et du tonus musculaire, l'incapacité de faire semblant et des dysfonctionnements neurologiques dus à des soins de maternage très inadéquats. Maurice Berger, Soigner les enfants violents, qui date de 2012. Pour les groupes pratiquant l'abus rituel et le contrôle mental, l'esprit de l'enfant doit être brisé dès le plus jeune âge. Pour cela, les expériences extrêmement traumatiques vont se multiplier. Le but est de corrompre l'innocence et de créer des états dissociatifs. Les enfants qui sont normalement une empathie et une joie de vivre naturelle deviennent des soldats ou des prêtres capables de blesser et même de tuer sans ressentir aucune apathie. La seule façon d'obtenir un tel comportement passe par le processus de dissociation. La fracturation de l'enfant en plusieurs personnalités dissociées est un phénomène de protection face au grave traumatisme. Ce sont les troubles dissociatifs profonds qui permettent de torturer et de tuer d'une manière robotique sans qu'il n'y ait véritablement de prise de conscience sur la gravité des actes. Pour ces groupes hyperviolents, la compassion n'est pas acceptable et doit être neutralisée dès les premières années de la vie de l'enfant, qui très vite, sous le poids des traumatismes, va développer des personnalités multiples déshumanisées. Les enfants victimes de violences physiques, psychologiques et d'abus sexuels développent une charge négative intérieure proportionnelle à la souffrance et à la répétition des traumatismes. Cette charge négative est une mémoire traumatique latente, mais elle n'en demeure pas moins présente dans l'enfant qui devra survivre aux conséquences psychotraumatiques des violences. Pour pouvoir gérer le réveil de cette mémoire traumatique, l'enfant aura recours à des conduites dissociantes pour créer une disjonction anesthésiant cette tension intolérable, cette charge émotionnelle négative. Cette disjonction se produira lors de conduites dissociantes de 2 manières, soit par un stress extrême qui provoquera une brusque production d'hormones, soit en consommant des drogues. Chez un jeune enfant, ces conduites dissociantes peuvent se traduire par des comportements autodestructeurs comme de l'automutilation, de la scarification, se frapper, se mordre, se brûler, mais encore des mises en danger avec des jeux risqués ou des conduites violentes contre autrui. L'autre servant alors de fusible lors d'un rapport de force pour se faire disjoncter et s'anesthésier. Les sectes destructrices encouragent cette chaîne de violence en poussant l'enfant déjà traumatisé à devenir lui-même un bourreau et à comprendre ainsi très vite que cette conduite dissociante, qui est la violence sur autrui, le soulage et anesthésie sa propre mémoire traumatique. C'est un cercle vicieux. Nous reviendrons sur
plus en détail sur ces notions de dissociation et de mémoire traumatique dans le chapitre suivant. Jean Cartry, auteur et éducateur spécialisé, a écrit à propos du livre de Maurice Berger « Voulons-nous des enfants barbares ?» Pendant une dizaine d'années, nous avons accueilli 4 frères, les 2 aînés ayant vécu pendant 1 an avec leur mère une alternance de relations érotisées ou de grande violence. Par contre, les 2 plus jeunes ont bénéficié d'une protection judiciaire précoce, surtout le dernier que nous avons accueilli à l'âge de 5 mois. Le juge n'a pas tremblé et l'a retiré à la maternité même. Les 2 premiers garçons, 30 et 19 mois, furent les petits-enfants les plus violents et les plus dangereux que nous ayons connus. Par contre, leurs jeunes frères n'ont jamais été violents. En 1990, un documentaire intitulé « Child of Rage », l'enfant de la rage, a été diffusé par la chaîne HBO dans la série America Undercover. Ce troublant documentaire révèle comment une petite fille de 6 ans, Bess Thomas, torturait des animaux et violentait sexuellement son petit frère Jonathan. Il s'agit d'une compilation d'enregistrements vidéo que le docteur Ken Majid, un psychologue clinicien spécialisé dans le traitement des enfants sévèrement abusés, a réalisé lors des séances de thérapie avec la petite Bess. Ces enfants ont été tellement traumatisés dans leurs premiers mois ou premières années de vie qu'ils ne développent aucun lien avec les autres enfants ou adultes. Ce sont des enfants qui ne peuvent pas aimer, ni accepter ou recevoir de l'amour. Ils n'ont même pas conscience qu'ils peuvent blesser ou même tuer sans remords. La mère de Bess est décédée lorsqu'elle avait 1 an et son petit frère Jonathan ont alors été laissés à la merci de leur père, un pédophile sadique. Les enfants ont été victimes de sévères négligences et Bess a été abusée sexuellement jusqu'à l'âge de 19 mois. Lorsque les services sociaux les ont retirés au père pour les placer à l'adoption, en 1984, les 2 enfants ont été remis à un couple, Tim et Julie, qui n'ont reçu aucune information quant au passé traumatique des petits. Au moment de l'adoption, Jonathan était âgé de 7 mois. Il ne tenait pas sa tête et n'arrivait pas à rouler sur le côté. Il avait grandement manqué de stimulation, mais aussi d'alimentation. Au bout de quelques mois, Tim et Julie ont commencé à observer des comportements étranges des enfants et à apprendre certaines choses à propos de leur passé. Ils ont alors pensé que Bess avait probablement subi des abus sexuels et il n'a pas fallu longtemps pour qu'elle en montre les signes. Elle faisait un cauchemar récurrent dans lequel un homme était couché sur elle en lui faisant mal. Les viols commis par son père biologique ont amené Bess à avoir des comportements violents et sexualisés, surtout avec son petit frère Jonathan. Elle avait également des tendances à se masturber de façon répétitive jusqu'au point d'avoir une infection et de devoir être hospitalisée. Julie l'a surprise un jour en train d'agresser sexuellement Jonathan. Il pleurait, son pantalon était baissé. Lorsque Julie lui demanda ce qui s'était passé, elle a répondu qu'elle avait pincé son pénis et mis un doigt dans ses fesses, qu'il lui avait supplié d'arrêter mais qu'elle avait continué. Parfois, Bess plantait des aiguilles dans son frère et dans les animaux de compagnie. Lorsqu'elle a été un peu plus âgée, elle a même fracassé la tête de Jonathan sur le sol au ciment d'un garage. Plusieurs points de suture ont alors été nécessaires. La nuit, les parents adoptifs devaient l'enfermer à clé dans sa chambre. L'intention de Bess n'était pas seulement de faire du mal à son frère, mais elle voulait le tuer. Sur les enregistrements vidéo, elle exprime d'une manière très calme et surtout très froide son désir de tuer son frère mais aussi ses parents. L'aspect le plus inquiétant du comportement de Bess était son absence totale de remords et d'embarras par rapport à ses comportements destructeurs. Elle avait bien conscience que ses actes étaient mauvais et dangereux, mais cela n'avait aucune importance pour elle. Bess a été diagnostiquée avec un trouble de l'attachement caractérisé par des désordres émotionnels, comportementaux et sociaux. Cela peut prendre la forme d'une incapacité à établir des interactions sociales appropriées.
L'enfant peut montrer un détachement excessif ou au contraire une familiarité excessive avec les étrangers. Le cas de Bess impliquait une incapacité totale à développer de l'empathie et une incapacité à nouer des liens affectifs normaux avec un humain. Le comportement de Bess était si extrême qu'en avril 1989, elle a été retirée de chez ses parents adoptifs pour être placée en thérapie intensive avec la thérapeute Connell Watkins. Malgré le comportement très dangereux de Bess, cette thérapeute était convaincue qu'elle pourrait l'aider, comme elle l'avait fait avec d'autres enfants, parfois des meurtriers n'ayant pas encore 10 ans. Petit à petit, au cours de la thérapie, Bess Thomas a commencé à développer de l'empathie ainsi que des remords. Elle a appris ce qu'était le bien et le mal. Il lui arrivait de pleurer ouvertement lorsqu'elle se remémorait ses comportements violents vis-à-vis de son petit frère. Il a fallu plusieurs années pour rééquilibrer Bess, mais comme tous les enfants victimes de graves maltraitances, les marques resteront à vie. À l'âge adulte, Bess a obtenu un diplôme en soins infirmiers. Elle a écrit un livre intitulé More Than a Thread of Hope, plus qu'un fil d'espoir. Bon, excusez-moi pour les prononciations en anglais, c'est pas trop mon truc. Bref, on continue. Un autre cas célèbre d'enfant hyperviolent et même meurtrier est celui de la Britannique Mary Flora Bell. À 11 ans, elle a été jugée coupable du meurtre de 2 garçons de 3 et 4 ans. Durant sa petite enfance, Mary a été sévèrement abusée sexuellement et physiquement. Sa mère, qui était une prostituée sadomasochiste, utilisait sa fille durant les séances avec ses clients. La petite subissait donc des atrocités. En grandissant, Mary a développé une rage importante qui se manifestait par de la torture sur des animaux et par des tentatives d'étranglement d'autres enfants. Pour elle, il s'agissait simplement de massage. Elle n'avait pas conscience du danger mortel de telles pratiques. Il est probable qu'elle avait appris la strangulation durant les séances de SM avec sa mère. Tout comme Bess Thomas, Mary n'a développé aucun lien affectif avec ses parents. Elle n'a pas connu son père et son beau-père était un criminel alcoolique. Le chaos régnait donc constamment dans la maison. En mai 1968, Mary a étranglé le jeune Martin Brown, âgé de 4 ans. Quelques mois plus tard, en compagnie de son amie Norma, elle a étranglé un autre garçon, Brian Howe, âgé de 3 ans. Mary a signé son initiale M avec une lame de rasoir sur l'abdomen de la petite victime. Les fillettes auraient également mutilé sexuellement le corps avec les ciseaux. Mary a été reconnue coupable d'homicide involontaire en raison d'une responsabilité atténuée, mais a été condamnée à la prison à perpétuité, même si elle était encore une enfant au moment des faits. Elle passera 12 années en prison. Lors de son incarcération, Mary a reçu une thérapie comportementale grâce à laquelle elle a développé un sens du bien et du mal. Elle montrait des signes de remords pour les violences et les meurtres qu'elle avait commis. Le docteur Robert Horton, le premier à s'être entretenu avec Mary Bell pendant son incarcération, déclara à son propos qu'elle montrait des symptômes classiques d'une personnalité psychopathique, de par son total manque de sentiments envers autrui. Elle n'a pas montré le moindre remords, la moindre larme ou la moindre anxiété. Elle était complètement impassible et sans ressentiment pour ses actes ou sa détention. Le psychiatre déclarait également qu'il avait vu beaucoup d'enfants psychopathes, mais qu'il n'avait encore jamais rencontré un cas comme Mary, aussi intelligente, aussi manipulatrice et aussi dangereuse. Un autre psychiatre, le docteur Westbury, a déclaré « La manipulation des personnes est son objectif principal ». Une biographie basée sur des entretiens avec Mary Bell a été rédigée en 1998 par Gita Sereni sous le titre Cries Unheard, Why Children Kill, The Story of Mary Bell,
Les pleurs non entendus, pourquoi l'enfant tue? L'histoire de Maribel. Les ennuis ont commencé pour Carol et Sam dès qu'Alex est arrivé chez eux. Il était constamment en colère et renfermé sur lui-même. De plus, il avait des réactions d'un enfant de 2 ans. Son comportement était hors de contrôle et il a cassé des choses à plusieurs reprises. Carol craignait même de le sortir en public. Les courses devenaient des missiles et le caddie du supermarché un tank destructeur, raconte-t-elle. Il n'a pas fallu longtemps à Carol pour se rendre compte des graves répercussions psychologiques des abus qu'il avait subis et qu'ils allaient en conséquence avoir besoin de beaucoup d'aide et de soutien. L'assistant social en charge de son dossier n'a pas beaucoup apporté d'aide. Carol et Sam se sont donc finalement adressés à des psychiatres et des travailleurs sociaux gouvernementaux pour obtenir de l'aide. Alors qu'Alex grandissait, ses problèmes s'amplifiaient. Mais Carol a persévéré dans sa prise en charge du garçon, qui était maintenant devenu un membre de sa famille. Les problèmes causés par Alex s'intensifiant, Carol a senti que ses troubles du comportement pourraient avoir quelque chose d'encore plus profond. Un thérapeute a alors pensé qu'il pourrait peut-être y avoir chez lui plusieurs personnalités. Alex avait alors 14 ans. À cette époque, il voyait un thérapeute qui utilisait l'hypnose sous forme de traitement. À la surprise de Carol, Alex a pu être hypnotisé. C'est à ce moment-là que d'autres personnalités ont commencé à se révéler. Les 3 années qui suivirent ont été un chamboulement constant pour Carol et Sam. Ils ne savaient jamais quelle personnalité émergeait et ils apprenaient de plus en plus sur les horreurs qu'avait subies Alex dans sa petite enfance. Grâce à la thérapie, Alex a appris à construire un château magique pour l'aider à gérer son fractionnement de personnalité. C'est en tout 8 personnalités qui ont été découvertes, des personnalités qui se sont créées dans l'enfance pour l'aider à faire face au stress immense des abus répétitifs. Dans la conclusion du livre, Carol cite une déclaration de Alex: « Être multiple est un moyen de survie et non un signe d'aliénation mentale. » Lors de l'écriture de ce livre en 1998, Alex vivait toujours avec Carol et Sam, travaillait aux côtés de son père adoptif. Prenez un enfant de 7 ans élevé dans les abus rituels, à qui l'on remet lors d'une initiation le poignard du grand prêtre pour sacrifier un bébé. Imaginez ce que deviendra cet enfant à l'âge de 30 ans s'il n'a pas quitté la secte, qui n'a pas été pris en charge. Très probablement qu'il aura développé un profond trouble dissociatif avec une personnalité multiple contenant un ou plusieurs alters hyper violents, profondément enfuis dans un système interne et émergeant lors de certaines cérémonies. Voilà. Donc là, je vous ai lu une partie de ce livre, MK, que je vous conseille franchement d'acquérir parce que dedans, il y a plein d'informations et c'est super important pour comprendre le combat que l'on mène sur la pédocriminalité en réseau, sur le pédosatanisme et puis on parle de réseau, mais il y a un réseau en fait, un réseau, une grosse pieuvre en fait avec plein de tentacules et puis dedans il y a de la pédocriminalité, il y a du trafic d'organes, il y a des esclaves sexuels, des enfants, des femmes, des hommes, il y a de tout. Ils font commerce d'humains, quoi. C'est terrible. Il y a des familles aussi, de lignées sataniques qui pratiquent des rituels, des abus rituels de génération en génération. Il y a des personnes qui programment, on les appelle les programmeurs, qui font du lavage du lavage de cerveau, et ils font ça, voilà, dans ces familles-là. Et par exemple, mettons un programmeur va programmer sans enfant, faites le calcul.
qui plus tard, ces enfants deviendront programmeurs à leur tour. Donc voilà, ce livre résume vraiment, il y a tout. Voilà, je crois que c'est le seul livre francophone qu'on peut trouver parlant de MK et des abus rituels. C'est encore très tabou de nos jours. Voilà. Donc je vous conseille de l'acquérir et de vous abonner à la chaîne d'Alexandre Le Breton. Je vous souhaite une bonne fin d'année 2019 et un début 2020.